Bienvenue dans l'émission Starting Block HD, présentée par Mao et Adams sur la radio RVVS 96.2. Yo, bienvenue sur l'émission On en parle, parce qu'aujourd'hui on a envie d'en parler, ça faisait longtemps, ça faisait plus de 2 mois, c'est ça? 3 mois, 3 mois même. 3 mois. 3 mois. Ouais, ça fait un bail, hein. Bien quoi les gars. Ouais, ça va. Calme. Nickel, Ouais. tranquille. On faisait quoi pendant un mois? On va pas faire comme les autres, ouais. On était en train de faire des projets, on faisait rien, frère. C'est du bruit, on faisait rien. On se reposait. Y a pas de projet, y a pas de bruit. Y a rien qui se prépare. On dit la vérité. Ah, ouais. Joe, bien quoi? Ah, gentiment et toi Mao? Ouais, ça va, impeccable. Au calme. Tu connais toujours le maintien. C'est cool, c'est cool. On est toujours dans la ligue apparemment. Ah ouais. C'est vrai, Adam voulait virer des mecs. Non, T'as vu, à ce qui paraît, à ce qui paraît. C'est fini de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas. Non, Non, ça y est, plaisante. ils sont officiels maintenant, on va changer Ouais. là. Ah ouais, C'est ça plus y le est. P7, ça y est, ils sont officiels. Ouais, c'est bon. Bien quoi, Adam, sinon? Ouais, ça va, tranquille. Cool. Ouais, ça va, nickel. Adam Starting Block. Ouais. Espèce d'enfoiré. Piggy, Non, on est là, tu connais, ça bouge pas. toujours. Là, on T'as fait quoi en Angleterre? Tu connais Piggy, Mao? Street club. Tu connais. est- Lui, il veut toujours m'attaquer. Non, tu Non, mais je demande, frère. Moi, je te suis, mon pote. Tu prends un PDR. Hein? Un PDR. Ah, je te suis. On Parce a que... des amis, tout ça. Ok. Bon, aujourd'hui, on joue à domicile. On reçoit un patron, un boss. Hein, on joue à domicile, comme je l'ai dit. Hein? Moussa Wagué, et qui est Enars. Hein? Comment ça va, Moussa Sors Wagué? les pseudo secrets. Ah, ça va, le pseudo de rappeur. Ouais, ça va bien. Ouais. Et toi? Tranquille. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Ah, c'était obligé en plus. Bon, en plus, c'est la rentrée. Joyeux anniversaire à nous parce que ça fait 1 an de Starting Block. Et en plus, on joue à domicile. Donc, elle est belle. Félicitations, un an déjà, c'est bien. Ouais, c'est cool. En plus, hors micro, il me demandait c'était comment, quel est le bilan Le bilan de. de Starting Block. Regarde, nous fait ça au feeling, hein, pas trop de bilan. Mais après, je sais qu'on reçoit plein de messages. Parce que j'ai arrêté de lire le Facebook. Tu vois, j'ai arrêté de suivre. Mais sur Instagram, on reçoit plein de messages. Tu vois, les gens, ils continuent à regarder les vidéos, à mettre des commentaires. Franchement, c'est pour on va dire on va dire modeste vue qu'on fait. Franchement, les retours, ils sont plus grands que, tu vois, que les vues qu'on fait, tu vois. Et c'est bien, c'est que les gens ils kiffent. Ils trouvent que c'est différent, tu vois. Et c'est bien, tu vois. Les retours, moi, je pense qu'ils sont largement plus que positifs, tu vois. Et en plus, ça fait longtemps qu'ils attendent qu'on revienne et tout. Et c'est bien, on va leur balancer. Là, on revient vraiment, là, Si j'espère. vous êtes là un an après déjà, c'est que c'est bien. Ouais, c'est parce qu'on Ouais. kiffe surtout. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, sérieusement, c'est parce qu'on kiffe. Ça aurait Et pu là- s'arrêter. Hein. Ouais, C'est le rendez-vous du vendredi soir. Ah non, ça allait s'arrêter, ça pouvait s'arrêter. Hein. Quoi Pour certains. Ah, qui? Pourquoi? Hein, on allait mettre des gens sur le bon touche hein, parce Non. qu'ils étaient trop en retard, frère. Non. Ah non, on plaisante, non. Non, mais non, on kiffe, mon frère. On est là, on a la radio, hein, on rencontre du monde, hein, on a la chance de t'avoir aujourd'hui. Donc pourquoi s'arrêter, j'ai envie de dire. Non, on va continuer d'en parler. Hein. Bah oui, on va en parler et faire des crushs et ainsi de suite. Mm. Voilà, bah on va te laisser te présenter, Moussa. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'où tu viens, Bah, tu je t'as viens fait d'ici, quoi? on est à Bah oui, on sait que tu domicile. viens des Mureaux, Voilà, qu'est-ce que je t'as viens des fait? Mureaux, donc, cette radio, je la connais. Ouais, Je venais ici il y a une vingtaine d'années en tant qu'artiste déjà. on On était interviewé avec mon groupe. la boussole. Donc, ouais, la boussole avec Dean Records. Donc, je suis pas en terrain inconnu. Voilà, on connaît bien cette radio. Bah, ça me fait plaisir déjà que vous soyez derrière aujourd'hui, quelques années plus tard. Merci. Parce que pour l'info, nous, on avait essayé de faire une émission ici. Bon, on n'avait pas eu la chance d'être Sérieux? accepté. Ouais, on a essayé de faire une autre émission. Il y avait l'émission de Moustaflo à l'époque. Donc, nous, on a essayé d'en proposer une autre. Malheureusement, ça Ah. n'avait pas été accepté. Ah d'accord, vous voulez pas deux quoi. Quand je vois que vous arriviez, ça fait un an que vous êtes là, vous continuez, bah, ça fait plaisir. Je me revois en vous, quoi, en quelque sorte. Donc je vous souhaite de continuer. Donc moi, Moussa, ancien artiste, tu connais. La boussole. Ouais, aujourd'hui chef d'entreprise. Voilà, c'est ce qui me définit aujourd'hui, enfin, on va dire, chef d'entreprise. Beaucoup d'étapes. J'en connais parmi vous autour de la table, notamment toi. J'étais son surveillant à une époque quand je commençais mes Ah, activités. j'ai bossé hein. Voilà. Je prenais son carnet quand il faisait des bêtises. Je lui foutais des petites heures de colle. La salle de perme, il me faisait chier. Voilà, c'était Ah, l'époque où je à l'époque, commençais. Et... Ah, c'est vrai, c'était vraiment à l'époque que tu commençais à Ouais, peu près. ouais, c'était 2000, 2001. Ouais, c'était ça. Voilà, ça fait un petit moment.
Je me rappelle, je t'avais pris une compile. Ouais, On sort de l'ombre. Je vendais mes petites compiles au lycée. Avec le t-shirt. Voilà, avec le t-shirt. Je forçais les élèves à acheter des affaires. Non, en plus, ça a été lourd, hein, la compile. Hein. Si tu veux pas que je te colle, achète-moi un petit CD, un petit t-shirt, et puis on s'arrange comme ça. L'improviseur ne sera pas au courant. Donc je connaissais toi. Et puis quand on a commencé, on était en association. Donc pour financer un peu nos activités, on donnait des cours dans les lycées, dans les écoles, dans les prisons, dans pas mal d'endroits, dans les MJC aussi. Donc j'ai donné des cours aussi à Piggy. À Piggy qui était... t'étais jeune à l'époque. 2001, 2001, pareil. Donc apprentissage de MAO, à écrire les textes, à composer un beat. Et ça a financé l'activité. Au départ, on était en association. Et on a commencé à distribuer aussi nos disques en association. Et avec le temps, ça s'est professionnalisé, on a monté les boîtes. Et aujourd'hui, c'est devenu ce que c'est Kézit. Donc une société, tu me poseras les questions, je te répondrai par la suite. Hein. Mais voilà, pour faire court. Kézit. Ouais. Bon, on est passé. Bon, là c'était vraiment le début. Le début, c'était quoi? C'était EcoBoost, je crois, si je me rappelle bien. C'est une association qui s'appelait EcoBoost, qui s'appelle toujours EcoBoost, elle existe toujours. Ah, elle existe toujours, elle existe toujours, on l'a pas fermée. Mais par la force des choses, on a été obligé de passer en société. Parce que quand tu arrives à un certain niveau, le statut associatif ne correspond plus. Quand tu es en association, c'est à but non lucratif. Voilà. Donc après, quand tu commences à rentrer dans le business, c'est pour gagner des sous et c'est un autre fonctionnement. Donc on a créé la société, tout d'abord Satellite, qui est devenue par la suite Kézit. On a changé de nom. D'accord. Voilà. Ok, donc si je me souviens bien, il n'y a pas longtemps en plus, tu as fait un communiqué, je parle pas de... Parce qu'il y a eu beaucoup de communiqués. Mais le tout dernier, moi je parle du tout dernier, là où tu racontais ton historique. Ouais, j'aime bien mettre des petits messages comme ça parce que des fois je rencontre des personnes qui doutent de leurs compétences, qui doutent de leur talent, qui sont dans un projet, ça se passe pas trop bien et puis elles ont envie de baisser les bras. Et j'aime bien mettre des petits messages comme ça pour, avec mon expérience, expliquer qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Donc ouais, j'ai expliqué que j'ai commencé dans ma chambre, comme beaucoup. Et aujourd'hui, je suis dans plusieurs pays avec la société. On développe des artistes un peu partout. Donc Dieu merci, ça va bien, même s'il y a eu des périodes vraiment difficiles. Aujourd'hui, voilà, on n'est pas à plaindre. Donc voilà, il faut que les gens qui sont dans la même situation, dans des problèmes, ils baissent pas les bras et continuent. Donc voilà, de temps en temps, je mets des petits messages de motivation comme ça, histoire de... Ouais, là on a pu voir en tout cas beaucoup de messages là récemment, vu que tu étais incarcéré, je sais pas si on peut le dire. Ouais, c'était en garde à vue, on va dire. Ouais, garde à vue, mais garde à vue en Afrique, c'est comme si t'es incarcéré. En France, non, c'était 2-3 mois pas facile. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise dessus? On va discuter de toute façon, j'ai envie d'en discuter de tout ça, moi. J'ai envie d'en discuter, vous avez envie d'en discuter? On en parle alors. On va en parler. Non, ouais, voilà, on a pu voir que tu as été en garde à vue, comme tu le dis, au Mali, que tu as eu un gros litige avec Sidiki Diabaté. Mais pourquoi, comment ça arrivé à... Comment il faut partir dans la genèse. Sidiki, c'est un artiste qui a explosé internationalement il y a 3 ans, à peu près. Ouais. Donc c'est pile poil au moment où moi je le signe. Voilà, donc c'est à ce moment-là que il y a l'histoire avec Booba, le titre validé, le Bercy de Booba. Là, tu l'avais déjà signé avant tout ça? Je l'ai signé pile poil à cette période-là. On était en pourparlers depuis plusieurs mois. Ouais. Parce que j'ai ouvert une filiale de Kézit au Mali en 2014. Officiellement, mais depuis 2013 j'étais au Mali et donc j'ai signé pas mal d'artistes là-bas qu'on a développés et Sidiki c'était l'un d'eux, même si on était en négociation. La signature elle s'est faite pile poil au moment où il y a eu le Bercy avec Booba, donc il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés, Universal, Sony, tout le monde voulait le signer. Bon, finalement ils ont signé chez nous pour plusieurs raisons. Déjà parce que la proposition qu'on faisait c'était la plus intéressante en termes financiers. Et parce que le père de Sidiki, Toumani Diabaté, c'est un peu comme mon grand frère. C'est mon grand frère qui nous a mis en relation en 2009. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit « Ouais, j'ai un ami qui est dans la musique. Ce que tu fais, ça peut l'intéresser. Donc, mettez-vous en contact. » Donc, c'est à partir de là, moi, j'ai commencé à parler avec Toumani. Donc, la connexion, elle s'est faite à ce niveau-là. C'est un peu une histoire de famille. Ouais. Donc, on a signé, on a commencé à faire les premiers clips, les concerts, tout ça. Le buzz est monté. Mais...
Quand je signe Sidiki, moi je dis direct à mon grand frère, je le sens pas ton pote Toumani. Je lui dis il est pas clair. Mon grand frère il me dit vas-y fonce, y a pas de problème, c'est mon ami, il va pas te faire des trucs chelous, c'est la famille, tout ça. Je dis ok, on y va. Mais depuis le début, le papa de Sidiki, il est pas clair. Des fois on trouve des dates de concert en Guinée, au Burkina, on va négocier un très bon cachet, le daron il va passer derrière, il va prendre l'argent, et il va se cacher, tu vois. Donc c'est délicat, comme c'était le père de Sidiki, c'est délicat de l'embrouiller parce que tu dis si je pousse trop fort avec le papa, je vais me fâcher avec mon artiste. Donc on était dans une situation un peu compliquée. T'as le papa qui déconne un peu, t'as l'artiste qui est au milieu. C'est pas comme si c'était un manager lambda que à qui tu peux mettre un peu la pression en disant là ce que tu fais, t'as pas le droit de le faire, tu dégages ou tu marches droit. Là c'est le papa. C'est un peu lui qui a formé l'artiste, donc il considère qu'il a droit de regard sur lui. Donc ça a amené beaucoup de situations comme ça. Et pour faire simple, il y a eu une succession de problèmes et de détournements de fonds comme ça. Voilà, sur les concerts, sur des productions annexes, sur les éditions. Et à un moment donné, tu dis stop parce que tu regardes, c'est en train de monter, on commence à atteindre des sommes phénoménales. Tu dis bon, on va arrêter. Donc, avant d'arriver au stade de la justice, on a essayé de régler ça en famille. Donc il y a mon grand frère qui est venu qui a parlé, il y a ma mère qui est venue qui a parlé parce que comme je te dis, c'est une histoire de voilà, famille. c'est une histoire de famille. Ma mère, elle a fait grandir Toumani et mon frère depuis qu'ils ont 2-3 ans. Ah ouais. Donc on a essayé de régler ça vraiment au calme, tu vois. Parce que moi je disais, je peux pas l'attaquer en justice, la famille. À un moment donné, tu dis non. Moi, je peux plus le considérer comme la famille parce que lui-même, la manière dont il agit, il ne me considère pas comme la famille. Donc, on a déposé une première plainte, on a une première action en justice. C'était au mois de novembre l'année dernière. Et la justice a rendu son verdict au mois de mars. Donc, ils nous ont donné raison. Ils ont dit, par rapport aux éléments que vous apportez, on vous autorise à récupérer l'argent qui a été volé ou détourné sur les droits SACEM de l'artiste. Ah, d'accord. Voilà. Donc on a commencé à récupérer les droits là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que Toumani a expliqué ça différemment à Sidiki. Il lui a pas dit que c'est lui qui faisait les choses pas claires. Il a dit, bah tu vois, Moussa avec qui tu t'entends bien, il t'attaque toi en justice. Tu vois. Donc moi je suis parti au Mali une première fois. Je parlais avec Sidiki, je sens que son comportement commence à changer. Il commence à me parler de ouais, tu m'attaques. Je dis non, je t'attaque pas. Je dis j'essaye de récupérer l'argent que ton père me prend. Et je lui ai même dit ton père me vole. Après il s'est fâché, il a dit ouais, t'insultes mon. Non, je dis je suis pas ton père. Ton père, tu sais très bien qu'il agit pas bien. Donc on essaie de régler ça sans aller en justice. Donc là la justice m'a dit je peux récupérer sur tes droits. Donc ça c'était la première étape. En parallèle il y a Universal, Sony, Bicos, tout le monde qui appelle. Ils veulent me racheter Sidiki. C'est la base. Tu vois, donc je dis bon, Sidiki, il faut qu'on parle. Tu veux aller où? Tu veux aller là, tu veux combien? Il propose ci, il propose ça. Et son père passe encore derrière. Il va les voir en disant, même si le contrat il est avec Kizit, je veux rien savoir. Moi je suis le père de Sidiki. Vous parlez avec moi, vous parlez pas avec Moussa, vous parlez pas avec Kizit. Donc quand tu mets les choses bout à bout, tu dis non, il abuse. Il abuse, le daron, il va un peu trop loin, même si c'est son fils, on ne peut pas tolérer tout ça. Donc moi, tous les 3 mois, je fais la tournée des bureaux en Afrique. Ils ont attendu que j'arrive en Afrique pour me tendre un piège. Voilà. Donc moi, je suis arrivé, je fais la visite des bureaux normale. Et je vois, un jour, je reviens d'Abidjan, les policiers ils débarquent comme si j'étais dans un film. Mon gars, c'est vraiment 4x4 de partout. J'étais avec l'équipe de Kizit au Mali, je suis avec mon frère, je dis bon mon frère peut-être il a fait un truc pas clair. Je le regarde, je dis t'as fait quoi? Il me dit j'ai rien fait. Donc ils arrivent et ils demandent Moussa Wagué. Je dis comment ça? Il me dit ouais veuillez nous suivre. Je dis pourquoi? Il me dit veuillez nous suivre. Faites pas d'histoire, veuillez nous suivre. Je dis ok. Je les suis, ils m'amènent à la gendarmerie de l'aéroport. Et là il m'explique que Sidiki a formulé une plainte contre moi. Alors qu'il n'était pas là. Donc, je comprends tout de suite que c'est le papa qui est derrière tout ça. Et il me demande ma version. Et en fait, ils avaient dit que j'étais quelqu'un de dangereux, que j'avais des armes, que je pouvais fuir le pays du jour au lendemain, donc il fallait faire attention à moi, que je leur avais volé 1 200 000 €, pas mal de trucs. Donc
la police, ils sont arrivés en mode on tient quelqu'un qui est dangereux. Donc ils se sont vite rendus compte que c'était pas le cas. Parce que moi je leur expliquais, je dis non, je suis le producteur de l'artiste. Depuis 3 ans, c'est nous qui finançons tous ces trucs, on le développe, vous pouvez regarder partout, vous allez voir le logo Kézit. Et la boîte elle est connue au Mali, donc même eux quand ils m'ont vu, ils m'ont reconnu, ils m'ont dit bah on comprend pas. Donc le premier gendarme, il a dit moi je me dessaisis de l'affaire parce que ça sent pas bon. Donc, après j'ai pu voyager encore. Je reviens de voyage, on m'arrête encore. Mais là c'est une autre équipe. Et eux, tu sens que il y a un truc pas clair. Comme tu vois. Il y a eu des billets qui sont passés. Tu sens qu'il y a un truc pas clair. Après, bon, on était en soirée et je sors avec un réalisateur qui venait du Bénin. On l'a fait venir pour faire des clips d'artistes en Afrique. Et on sort de la boîte. Ils m'attendent à la sortie de la boîte. Mais pareil, des fourgons, tu te dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ils me disent, c'est encore la même histoire, veuillez me suivre. Ils m'amènent, garde à vue. Mais mettent pas en cellule. Parce qu'il y avait 2 camps en fait. Il y avait des policiers qu'on va dire corrompus. Il y avait ceux qui savaient qu'on était en train de me faire un truc pas clair. Donc en allant là-bas, ils me disent garde ton calme, on va pas te mettre en cellule, on sait que c'est un truc, sois patient. Et ils me mettent bien, ils me mettent dans une petite pièce, ils m'assoient, ils me disent attends là. Et puis ils appellent Sidiki, ils appellent son père pour les auditions. Donc ça c'était la première fois. La deuxième fois qu'ils m'avaient arrêté. Ils m'ont arrêté plusieurs fois. Et l'avocat, pendant l'audition, il dit clairement on veut qu'il aille en prison. C'est ça notre objectif. On veut qu'il aille en prison. On veut que Moussa Ouaga aille en prison. Soit il laisse Sidiki, il signe le papier qu'on va lui soumettre, soit il va en prison. Donc moi je dis non, je ne vais pas en prison déjà d'une. Et de 2, je signe pas de papier, je signe rien du tout. De quoi vous parlez? Donc on se dit avec nos avocats, on va se laisser un petit délai de réflexion pour discuter, pour voir de quoi il s'agit. Donc moi je dis ok, on va réfléchir. Si on peut trouver un accord pour que le contrat se rompe à l'amiable et que chacun suive sa route, un truc honnête, clair, je dis ok, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, ils m'envoient, 2 jours plus tard, ils envoient à mes avocats leur proposition. Moi j'ai leur proposition, je dis mais ils sont dingues. En fait la proposition c'était, tu renonces à la plainte que tu as fait en France pour récupérer ton argent. On a vu se communiquer. Tu libères Sidiki et c'est nous qui vendons Sidiki. Donc en fait, tu dégages. Et comme ça, tu vas pas en prison. C'est off sauf carte ton histoire. C'est une dinguerie. Je dis non. C'est ouf. Je dis c'est pas possible. À ce moment-là, c'est comment t'apprends la chose? Bah là, je te fais le raccourci, tu vois, parce que le truc, je l'ai pas vu venir. Okay. Parce qu'à la base, moi et Sidiki, on s'entend très 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 bien. Même lui, il sait que son père, c'est un problème dans sa carrière. Des fois, on parle, il me dit, Moussa, fais ce que tu peux pour que papa il me laisse tranquille. Mais son père a réussi à le retourner contre moi et j'ai pas senti venir son changement de comportement face à Kézit. Donc là, aujourd'hui, il est clairement contre nous, tu vois. Parce que son père lui a dit des choses, il lui a fait croire des choses qui sont totalement fausses par rapport à nous. Bon, il les croit, c'est son problème, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai pas vu le truc venir. C'est quand vraiment j'arrive à la 2e arrestation et j'entends que ça commence à parler de prison, ça commence à parler. Je dis attends, là c'est bizarre. Donc j'appelle vite fait des avocats en urgence, on appelle les avocats en France. Donc tu sais, j'ai eu 6 avocats sur le dossier. Il a fallu 6 avocats pour me sortir de là. Et j'ai passé quasiment 2 mois à faire des allers-retours entre la prison, enfin la cellule, la liberté. Et tu peux pas quitter le pays, c'est compliqué. Et tout ça, leur objectif c'était de me mettre en prison, donc la vraie prison, me faire péter les plombs pour que je dise j'en ai marre, je signe le papier, tenez, c'est bon. Moi j'ai dit non. Donc, mes avocats sont battus à chaque fois qu'ils m'ont mis en cellule, ils me faisaient sortir. Mais 2-3 jours plus tard, on me rarrête, on me remet en cellule, ils me font ressortir. Voilà. Et donc l'état des cellules là-bas, c'était dégueulasse. Donc au départ, j'ai fait un communiqué pour dire on attaque Sidiki et son père en justice, mais l'écrit, ça parle pas aux gens. Donc les gens n'ont pas capté tout de suite la gravité des choses. Ce qui s'est passé, c'est que la 2e ou 3e fois qu'ils m'ont arrêté, donc il y a une équipe de policiers cool qui m'a arrêté. Ils m'ont mis dans un bureau, ils m'ont dit assieds-toi, tranquille, attends demain rendez-vous au tribunal. Je dis ok. J'ai commencé à dormir, ils m'ont mis un matelas, ils m'ont mis bien, ils m'ont respecté grave. Il y a eu un roulement. Donc l'équipe qui était cool, elle est partie, il y a l'équipe des mauvais, ils m'ont réveillé, coup de latte, allez lève-toi.
Je dis attendez, je vais prier. Moi je croyais que c'était pour aller au tribunal. Mais non, ils m'ont mis dans la cellule. Et comme j'étais déjà en garde à vue, ils m'ont pas fouillé. Et moi j'avais une là-bas, ils m'ont pas fouillé, j'avais mes téléphones. Donc je dis à l'avocat, là ils m'ont mis en cellule. Il me dit prends les photos. Et c'est là que j'ai pris les photos, j'ai envoyé à mon avocat. Il m'a dit supprime. Donc j'ai supprimé. Donc j'ai passé la nuit là-bas. Le matin ils sont venus me chercher, m'ont ramené au tribunal. Et là le procureur il nous a donné 2 jours de réflexion. Il a dit dans 2 jours si le papier n'est pas signé, tu vas en prison. Mais pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, tu vois. Après, on imagine pas mal de choses qu'on puisse passer, mais j'ai pas de preuves donc je peux pas les avancer. Ouais. Mais... Toi, tu penses pas qu'on a essayé de spolier ton artiste? De la concurrence qui a essayé d'appuyer des. Bah, j'ai découvert qu'il y a des concurrents qui sont de mèche. C'est ça, voilà, j'ai dit, c'est les avocats qui vont gérer ça, mais je sais qu'il y a des concurrents qui sont de mèche. Je sais qu'il y a des artistes qui sont de mèche. Il y a beaucoup de monde en fait qui ont essayé de le retourner parce que c'est ça que je me dis en fait. Le succès, l'argent. Moi, ça me rappelle du Gims Watibé, ça. Non, j'ai pas assez d'infos sur cette affaire. C'est la même chose. Il s'est fait mélanger, mon frère, le Gims. Le Gims s'est fait mélanger, frère. Je sais pas. Autre chose, le Gims. Je sais pas. Non, c'est à peu près la même chose. J'ai pas assez d'infos sur cette histoire pour me prononcer. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est pas clair. C'est pas clair. Parce que aujourd'hui, ton positionnement en Afrique, parce que moi, je sais pas encore, KZ en Afrique, c'est une vraie. Il y a qui à part KZ en Afrique? Bah. Surtout dans le secteur où toi, vous êtes implanté. Il y a Universal en tout cas qui essaye de s'implanter. Universal, ils sont implantés depuis très longtemps. Okay. Ils ont des bureaux en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire depuis très très longtemps. Sony est implanté depuis très très longtemps. La question est pourquoi ils commencent à se réveiller maintenant. C'est ça. Voilà. Puisque qu'ils étaient là alors. En fait, je pense qu'on leur a montré un chemin qui négligeait. On leur a montré qu'il y avait des choses à faire. Aujourd'hui, je pense qu'en Afrique, on reste Afrique francophone. Ouais. On va préciser. Je pense qu'on est en numéro 1 en termes d'occupation du territoire, en termes de volume de travail, en termes de business. Voilà. Autant en Europe, je suis pas dans le top 3. Autant en Afrique, tu vas parler à un artiste, tu vas dire c'est quoi les maisons de disques, il y a forcément KZ qui va sortir. Okay. Voilà. Mais ça, c'est un positionnement stratégique. On a analysé nos forces, nos faiblesses. Et puis on s'est dit, l'Afrique, c'est bon pour nous, on y va. Donc, mais pourquoi en comparaison, parce que là tu bosses en France, tu bosses aussi en Afrique, mais pourquoi tu as eu plus de facilité à réussir en Afrique que même en France? C'est l'absence de concurrence. Déjà d'une, les coûts de production qui sont plus adaptés à ma structure. Parce qu'on va pas se mentir, on n'est pas des Universal, tout ça, c'est des multinationales. Elles ont des milliards et des milliards à dépenser. Donc moi, j'ai pas cette puissance financière. J'ai une puissance financière qui est celle qu'elle est, mais qui est plus adaptée à un continent comme l'Afrique, le marché africain. On existe depuis pas mal d'années. En France, on a du mal à s'implanter parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Universal, Sony, tout ça, c'est des boîtes qui existent depuis plus de 100 ans. Elles font partie de grands groupes financiers. Donc, elles ont eu le temps d'implanter leur réseau, de faire leur partenariat avec les médias. Donc, aujourd'hui, tu signes chez Universal, tu as quasiment accès à tous les médias qui sont disponibles en France. Donc, quand je fais le choix d'aller en Afrique, je me dis, allons-y avant qu'ils arrivent. Et puis, je quadrille le terrain. Et demain, ils auront la même problématique en Afrique que moi j'ai en Europe. C'est-à-dire que demain, on va faire le travail pour. Je vais cadrer aussi mes partenariats, je vais cadrer aussi le terrain. Voilà, donc on est parti là-bas depuis 2009, on va en Afrique. La première structure, elle a été créée en 2014, c'est au Mali. Après, on a créé en Côte d'Ivoire un an plus tard. On a créé au Togo, on a créé au Sénégal, Bénin. Là, on est sur la Guinée. C'est une multinationale, mon. Pas encore, on n'a pas encore leur taille, mais le développement est en bonne voie. Tu vois. Okay. Donc on a parce que la première filiale que j'ai ouverte, c'était au Canada. Mais quand je suis parti au Canada, je me suis dit, je vais avoir les mêmes problèmes qu'en France parce qu'ils sont déjà là. Et c'est tombé pile poil au moment où mon frère il me dit, va voir au Mali, il y a Toumani, il y a des choses à faire. Donc moi je connaissais pas Toumani, je connaissais aucun artiste au Mali. Donc je suis parti faire 1 mois de repérage et là j'ai vu qu'il y avait des choses à faire. Que ce que je proposais, ça pouvait répondre à certaines problématiques d'artistes sur place. Donc on est parti. Voilà. C'est une niche quoi. Voilà. Donc tu te spécialises là-dedans et puis c'est plus facile de devenir numéro 1 là-bas que de se battre ici. En plus ici,
ils sont trop implantés dans la tête des artistes. C'est-à-dire que quand tu vas signer un artiste, son objectif, il est matrixé, la major. Il n'y a que la major qui peut me sauver. Alors qu'en indépendant, il y a beaucoup de possibilités. Donc, tu sais, tu peux le rencontrer de différentes manières. Quand tu vas en Afrique, bah, tu deviens la major, on va dire par dépit, parce que tu es le premier qui s'intéresse à eux. Les mecs là-bas, il y a du talent, mais c'est inimaginable le talent qu'il y a. Et ils sont laissés à eux-mêmes, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc quand tu arrives, tu leur proposes des solutions de distribution, d'édition, de management, de concert. Tu les fais tourner un peu dans le continent, tu les fais tourner en Europe. Bah, là, tu proposes quelque chose qui est inédit. Voilà. Donc, et là, c'est à notre portée. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a découvert Sidiki Diabaté, qui était déjà une star au Mali. Hein. Toi, les artistes que j'ai signés au Mali, c'est des mecs qui blindent des stades de 20, 30 000 personnes, 60 000 personnes. Tu pètes un câble. Alors que, et après, tu te dis, bon, est-ce que c'est mieux pour moi d'investir sur ces gars-là ou je continue à me prendre la tête avec des artistes qui vont pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis qui vont même pas remplir une salle de 200 personnes, mais voilà. Donc, tu vois. Il n'y a pas photo. Il y a un gars qui m'a dit, mais tu vas foutre quoi en Afrique? Il m'a dit, tu vas foutre quoi en Afrique? Je dis, bah, je vais signer des gars qui remplissent des stades. Montre-moi un gars ici, peu importe son talent, qui va te remplir l'équivalent d'un Bercy. Même Bercy, c'est plus petit que le stade au Mali. Bercy, ils l'ont changé, c'est 22 000 places. Mais moi, je te parle de stade de 30 000, 60 000 personnes. Et c'est qui le numéro 1 au Mali? Ça dépend. On va dire aujourd'hui c'est Sidiki parce qu'internationalement Non, au Mali. Hein. Ouais, je te parle au Mali. Sidiki. Bah oui. C'est pas Ibawan. Tu parles de quoi? Tu parles de rap, tu parles de notoriété. Non, c'est Sidiki. On peut pas se mentir. Ah ouais. C'est devenu une fierté nationale. Voilà, après si tu parles de rap, le rappeur le plus connu c'est Ibawan. Mais après ça joue à très peu. Il est aussi chez Kézit, Ibawan? Non, il est pas. On est en discussion depuis longtemps, mais. Vous avez déjà fait un concert avec lui? On a fait un concert, on l'a fait venir à Paris au Cabaret Sauvage. Mais on est en discussion depuis 2 ans. Mais tu sais, là-bas, c'est très concurrentiel. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de leur faire comprendre que je suis une maison de disques, je suis pas un label. Donc, quand tu signes à Kézit, tu peux garder ton identité, tu peux garder ton label. Ibawan, il peut venir à Kézit. Même si Sidiki y est, même si t'as le billet, même si. Voilà. Ouais, parce que Ibawan et Kézit, Ibawan et Sidiki. Ils s'entendent plus aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, bon, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, ils s'entendent plus. Mais ils étaient amenés à se réconcilier. Ils s'étaient même réconciliés devant je ne sais combien de personnes. Je peux pas dire. C'était une mise en scène. Je peux pas dire. Mais tu vois, les artistes là-bas, ce qui est. Les fans d'Ibawan, c'est pas les fans de Sidiki. Ah ouais. Les fans de Talbi, c'est pas les fans d'Ibawan. Donc c'est délicat. Donc même eux quand ils signent, ils comprennent pas. Quand j'ai signé Talbi, c'est le premier rappeur que j'ai signé tout de suite Memo. Ah, t'as signé Talbi avant Memo? Ouais, c'est Talbi le premier rappeur que j'ai signé. Ensuite j'ai signé un gars qui s'appelle Memo All Star. Ouais, Memo All Star. Lui et Talbi, c'était clash. Si t'avais dit à un Malien, ils vont se retrouver dans la même structure, c'était impossible. Ah ouais? Voilà. Ensuite on a signé Gaspi, aussi en clash. Avec tout le monde. En fait, ils sont tous en clash. Ah ouais. Donc j'ai réussi à les ramener dans la même structure. Ah ouais, Gaspi, j'ai oublié aussi. Ouais. Avec Sidiki. Et c'est un miracle. Tu comprends? D'accord. Ah ouais. Bon, c'est ce qui fait que c'est compliqué de les maintenir. J'ai une autre question. Ouais. Là, on revient juste après. Retiens ta question, on revient juste après. On se fait une petite pause là parce que ça fait quand même 30 minutes. Ouais, ça passe vite. Voilà. Hein, on va s'écouter un petit Bissot et on revient tout de suite après. Bissot que j'aime bien, j'aime beaucoup Bissot. Ouais, moi j'aime bien. Un mec des Murons en plus. Hein. Très vrai, ce petit. Et on revient tout de suite après. La vie débute sur des pleurs de tristesse, donc faut pas s'attendre à que ce soit facile. Argent facile, si c'est ça, viens le faire. C'est les plus mafieux qui nous le disent. Elle donne son cul pour se refaire les seins. Il donne son âme pour une paire de loups-boutins. Tu t'es fait netto dans les bas de musiciens, mais elle veut la bague et une part du butin, elle est tarée. J't'aime pas, j'augmente le tarot.
Des poteaux plus que pareil. Que le bif qui donne le barreau. Le barreau, elle est tarée. J't'aime pas, j'augmente le tarot. Des poteaux plus que pareil. Que le bif qui donne le barreau. Mystérieux comme les Mayas. Allez, casse-toi de l'hôtel, elle veut pas bailler. Avec la langue pendue, tire à nulle part. Désorienté par la conseillère et orienté par le plata. Tout le monde veut une part sur le gratin, mais ils attendent que ça vienne comme des catins. Les mêmes phrases qui tournent en boucle chaque matin. Faire du bif. Mais je me travestis pas pour du satin. Elle a la haine parce que je l'ai sauté. Monte dans la chop, ça pue pas le sapin. Et si tu vois chose qu'elle fait pas le choquer, tu te fais péter avec que c'est à quelqu'un. Des frères et des terres, j'en enterré plus d'un. Donc devant la mort, je suis même plus en deuil. Ouais, je suis même plus en deuil, elle est tarée. Je t'aime pas, j'augmente le tarot. Des poteaux plus que barrés. Que le bif qui donne le barreau. Les barreaux. Des frères derrière les barreaux. Tout rasé, on fait pas de cadeaux. Pour moi, 1000, il s'est fait canner, ouais, canner. Il s'est fait canner pour moi 2000. Tes coups de pute, je les anticipe. Quand je vise, c'est archi précis. Sauf quand j'ai bu la pisse, dit bliss. Et qu'aux toilettes, je suis archi pressé. Wesh, bien ou quoi? On m'a dit que t'avais ça. Mais, j't'aime pas, j'augmente le tarot. On fait pas d'affaires si c'est pas carré. Cher Michi Almou, ceux qui rend paro. Ici, faut que ça débite, on est plus que pareil. J'ai de la lemon, je la viscère plus vite qu'Hamilton. Le détail, ça me rend morose. Pressé de passer à la tonne. Qui sont mes ennemis, je ne sais plus. 2-3 contacts quand je suis à plat. La déterre dépend de chaque plafond. Et je réponds au bigot que si ça me plaît. Qui sont mes ennemis, je ne sais plus. 2-3 contacts quand je suis à plat. La déterre dépend de chaque plafond. Et je réponds au bigot que si ça me plaît. J't'aime pas, j'augmente le tarot. Des poteaux plus que pareil. Que le bif qui donne le barreau. Que le bif qui donne les barreaux. Des frères derrière les barreaux. Tout rasé, on fait pas de cadeaux. Au moins 1000, il s'est fait canner, ouais, canner. Taille Jiminy. Très lourd. Ouais. Taro. C'est un bon petit adieu ça apparemment. Non, c'est mon voisin. Ah, c'est ton voisin carrément. Ouais, c'est mon voisin carrément. Il est bon bis. Ouais. C'est un bon os. Ok. Et t'avais une question, bon il est en train de boire sa petite gorgée. Ouais. T'avais une petite question pour Moussa apparemment. Ouais, justement, voilà. Par rapport à. Pour faire un peu le lien entre Sidiki et tes autres artistes, la première question c'est. Au niveau de Sidiki, comment, vu que tu t'es rendu compte qu'il y avait ces. Comment toi tu t'es rendu compte que ça volait? Et t'as ce rapport-là avec tous tes artistes, le même rapport que t'avais avec Sidiki? Ouais, on fonctionne de la même manière. Avec tous tes artistes, ils fonctionnent vraiment dans moi, tu sais, j'étais artiste avant. Et quand je crée Kézit, en fait, j'ai créé la maison de disques dans laquelle moi j'aurais aimé signer. Ouais. Donc les contrats que je propose à mes artistes, on va dire, je les appelle de contrats honnêtes, tu vois. Il n'y a pas de douille, il n'y a pas de trucs bizarres. Donc le contrat que Sidiki a signé, c'est le même contrat que Nova a signé, c'est le même contrat que Woody a signé. Mes artistes signent tous le même contrat. Après, ce qui va changer, c'est s'il y a une avance ou pas, des trucs comme ça. Mais globalement, la base est la même. Voilà. Donc j'ai le même fonctionnement avec tous les artistes. Et l'organisation est la même.